Donc, pour faciliter la compréhension de tous, j'ai fait mes slides en anglais. Je vais essayer de parler suffisamment lentement pour que la traduction puisse se faire et puis qu'on puisse tous bien se comprendre. Donc, je remercie Claude de son invitation. Je suis très heureux d'être ici. Depuis hier, on a des échanges vraiment très fructueux et j'espère que ça va continuer aujourd'hui. Donc, pour ma part, je vais vous parler des pouvoirs et des stratégies des multinationales du net. Mon exposé va être axé en deux temps. Premier temps, identifier les acteurs et leurs intérêts, parce qu'on a différents acteurs qui n'ont pas tous les mêmes intérêts. Et dans un deuxième temps, voir les principaux problèmes que j'ai regroupés en deux grandes parties. Alors, le premier groupe d'acteurs auquel on pense immédiatement quand on parle de multinationales du net, c'est ce que j'ai appelé les fournisseurs de services. C'est-à-dire c'est Facebook, Twitter, Google, on a parlé aussi d'Amazon, Apple, voilà, on peut en ranger beaucoup dans cette catégorie. Et déjà, pour les caractériser, il faut savoir qu'est-ce qu'ils font réellement. Ce qu'ils font, c'est pas fournir des services en vrai, ils font de la pub. C'est leur vrai métier, c'est vendre de la publicité. Leurs vrais clients, ce ne sont pas leurs utilisateurs réguliers, ce n'est pas les utilisateurs du service. Leurs vrais clients, ce sont des entreprises qui veulent faire de la pub sur ces différents réseaux, que ce soit Facebook, Twitter, Google. Google n'a quasiment qu'une seule source de revenus, c'est la pub. Donc c'est son vrai métier, la pub. Et donc, si les vrais clients de ces entreprises sont d'autres entreprises, ça veut dire que nous ne sommes pas leurs clients. Ça veut dire que nous sommes leurs produits. C'est-à-dire que Facebook nous vend vend nos profils, vend nos contacts, vend nos relations les uns avec les autres. Et Google de la même manière. Et donc, quelle est la stratégie de ces entreprises ? C'est de proposer des services qui soient évidemment gratuits, pour en fait obtenir des informations sur leurs utilisateurs, pour en savoir beaucoup plus sur les relations entre ces utilisateurs, pour savoir ce qu'aiment leurs utilisateurs, pour savoir par quoi ils sont intéressés, comment ils se regroupent. Voilà, c'est ça que cherchent à faire ces entreprises. Alors, j'ai rajouté aussi, entre guillemets ici, cool. Parce que c'est vrai que ces entreprises, elles apparaissent vachement sympas, notamment aux yeux des jeunes. Et j'aimerais faire une petite parenthèse ici pour dénoncer un mythe. C'est le mythe du rôle de Facebook et de Twitter dans les révolutions arabes. On entend dire, et même parmi nos rangs, que Facebook et Twitter ont joué un grand rôle dans les révolutions arabes. Et il n'y a rien de plus faux. Je veux dire, c'est la plus grande campagne marketing qui a été organisée pour les faire apparaître un peu, vous voyez, rebelles, quelque part, un peu en dehors du système, alors qu'il n'y a rien de plus faux. Et j'en veux pour preuve qu'en Égypte, au deuxième jour des manifestations, c'est-à-dire au tout début de la révolution, Moubarak, il a coupé Internet. Donc en coupant Internet, on ne peut pas s'organiser sur Internet, ce n'est pas possible. Alors certes, il y avait des personnes qui avaient des téléphones portables par satellite qui pouvaient envoyer des images ou des vidéos, mais on ne s'organise pas de cette manière. On s'organise en se voyant, on s'organise en s'appelant, on ne s'organise pas sur Facebook et sur Twitter. En Tunisie, au tout début de la révolution, le taux de pénétration d'Internet, c'est-à-dire le nombre de gens qui avaient Internet, était de 31%. 31%, ce n'est pas les 31% des couches sociales qui ont fait la révolution. C'est les 31% les plus aisés. Donc ce n'est pas eux qui ont utilisé Internet. Mais cette image est vraiment collée et on entend souvent les gens dire « oui, Facebook et Twitter, c'est vachement bien ». On a un peu l'impression, s'il n'y avait pas eu Prism, que quelque part, Twitter et Facebook, c'était les nouveaux endroits à la mode pour faire la révolution. Or, ce n'est pas du tout le cas. C'est exactement le contraire. Donc ça, ce sont les premiers.
sans doute pas les plus dangereux, mais quand même. La deuxième catégorie, qui est liée aussi à Internet, c'est les fournisseurs de contenu. Alors eux, ils existaient avant Internet, et ils essaient de s'adapter à Internet et au numérique, mais difficilement souvent, mais ils jouent aussi un rôle justement sur Internet, et on va le voir après. Donc j'ai mis Disney, Universal, on peut en citer plein d'autres, toutes les majors du disque, du cinéma rentrent dans cette catégorie. Et leur vrai métier, ce n'est pas de partager l'art, de partager la culture. Ça, c'est le métier qui apparaît. Mais leur vrai métier, c'est gestionnaire de propriété intellectuelle. Et on va voir que c'est sans doute là, à mon sens, le plus grand des dangers. Parce que c'est eux qui font peser les plus graves dangers sur Internet. C'est pas tant les Facebook et Google, à mon sens, c'est plus cette catégorie-là, et on verra après. Leur stratégie, c'est quelque part de conserver leur modèle économique existant, où avant ils vendaient donc des disques ou des DVD ou des films dans des filières bien identifiées, où on pouvait organiser la rareté, c'est-à-dire voilà, on avait le film qui était au cinéma, puis après on attendait un petit moment pour mettre le film en DVD, puis après on attend un petit moment pour le passer à la télévision. Voilà, on organise cette rareté, tout ça pour essayer de vendre un maximum de places de cinéma, de DVD, et puis ensuite de publicité pendant la diffusion du film à la télévision. Donc ça, c'est un modèle qui marchait très bien avec des éléments matériels comme les CD, les DVD, mais qui n'a plus aucun sens sur Internet, là où l'abondance est la généralité, c'est-à-dire là où on peut copier à l'infini à coût quasiment nul, et donc ce modèle économique ne fonctionne plus, ne peut plus fonctionner sur Internet. Or, que font ces entreprises? Elles essaient d'organiser la rareté, que ce soit par des moyens techniques, comme les DRM, ou par des moyens légaux, avec toute la série de lois qu'on a vues, donc EUCD par exemple en Europe, aux États-Unis ça s'appelait, il y a eu le DMCA, Digital Millennium Copyright Act. Voilà, ils essaient par tous les moyens de conserver, d'organiser la rareté, y compris sur Internet. Voilà, c'est leur principale motivation, c'est leur principale stratégie. Et on voit que quelque part, c'est déjà en contradiction avec les premiers, qui pour eux, les premiers, au contraire, plus c'est ouvert et mieux c'est, et eux, plus c'est fermé et mieux c'est. Donc on voit déjà que nos ennemis, si on peut dire, n'ont pas tous les mêmes stratégies. Et on verra comment ça intervient après. La troisième catégorie, qu'il ne faut pas oublier, parce qu'eux aussi ont des intérêts, c'est les fournisseurs de réseau. Alors, je les ai tous regroupés ici, mais en fait, on pourrait parfois les distinguer. Donc, j'ai mis Orange, Deutsche Telekom, AT&T, Level 3. Comme ça a été dit hier, d'ailleurs, par Dave, souvent, c'est des anciens services publics, c'est des anciens services de l'État qui ont été privatisés à un moment donné et qui sont maintenant en concurrence libre et non faussée, mais qui ont quand même conservé les infrastructures téléphoniques, souvent, de l'État, et qui en profitent. Et eux, leur vrai métier, c'est d'interconnecter le monde entier. Et plus ils sont vastes, plus ils interconnectent de monde, et plus ils sont puissants. Et plus ils peuvent écraser les petits. Parce que leur stratégie, c'est de se faire payer à tous les bouts. C'est-à-dire se faire payer déjà par les utilisateurs finaux, c'est-à-dire que tout le monde a son abonnement Internet ici, et donc voilà, on paye notre fournisseur d'accès à Internet tous les mois, ce qui lui permet de récolter déjà beaucoup d'argent. Mais en plus, donc ces gros fournisseurs de réseau
font payer aussi les plus petits fournisseurs de réseau. Ils font payer ce qu'on appelle le transit, c'est-à-dire le fait de faire passer des données sur le réseau. Parce que comme ils sont vastes, ils ont des connexions avec tous les petits, mais les petits, pour pouvoir communiquer les uns avec les autres, ils sont obligés de passer par un de ces gros-là. Évidemment, les gros, entre eux, ne se font pas payer, ce qu'on appelle du peering, c'est-à-dire que voilà, ils font des échanges de bons procédés. Par contre, les gros s'entendent pour faire payer les petits pour le transit des données. Et enfin, ils essaient maintenant aussi de se faire payer par ceux qui fournissent du service. Et on commence à voir donc Orange, par exemple, qui a essayé de faire payer Dailymotion. Donc Dailymotion, qui est l'équivalent français, on va dire, de YouTube, parce que, évidemment, ces gros sites de fournisseurs de services engendrent beaucoup de trafic, et donc ça engendre des coûts aussi, même pour ceux-là. Et donc, ils essaient de dire, écoutez, d'accord, vous engendrez du trafic, maintenant, il faut nous aider à payer ce trafic. Et donc, ils vont voir les fournisseurs de services. Et donc, du côté des fournisseurs de services, pour les gros comme Google, il n'y a pas de problème, ils sont un rapport de force suffisant pour dire non, on ne paye pas. Par contre, pour les petits, comme Dailymotion, qui est quand même pas si petit que ça, ils sont obligés de payer pour que ça passe bien. Donc voilà, à mon sens, les trois groupes d'acteurs, et évidemment, autour de ces acteurs, il y a les États et il y a les utilisateurs, c'est-à-dire nous. Donc maintenant, on va voir quelles sont les menaces qui pèsent sur Internet, de manière générale, à travers ces trois groupes. Donc, la première menace qu'on peut identifier, c'est ce que j'appelle la centralisation. En France, on a un terme, on appelle ça le Minitel 2.0. Alors, pour replacer dans le contexte français, le Minitel, en fait, c'était un outil qui avait été développé dans les années 80, je crois, ou 70 ou 80, et qui était une sorte de terminal qu'on pouvait acheter et sur lequel on pouvait se connecter sur un gros serveur qui était à Paris et sur lequel on avait des services, donc par exemple l'annuaire. Il y avait le Minitel Rose aussi, ce qu'on appelle Minitel Rose, qui était en fait l'équivalent des sites de rencontres auparavant. Mais structurellement, le Minitel était centralisé, c'est-à-dire que tout était à Paris, donc dans des serveurs, chez France Télécom, et en fait, les utilisateurs n'avaient qu'un terminal, un terminal bête, voilà, et qui devait se connecter sur les serveurs à Paris via le téléphone. Alors, le Minitel a eu beaucoup d'impact en France, et certains disent qu'il a même retardé l'arrivée d'Internet en France, parce qu'Internet était évidemment un concurrent direct du Minitel, et comme il y avait beaucoup de Minitel en France, Internet a eu du mal, et notamment France Télécom a eu du mal à passer à Internet. Maintenant, je crois que le dernier service Minitel a été coupé l'année dernière, donc maintenant le Minitel est bel et bien mort. Mais la centralisation qu'on observe à l'heure actuelle sur Internet, c'est-à-dire que tout se trouve chez Google, tout se trouve chez Facebook, c'est cette même idée du Minitel, c'est-à-dire qu'on a un centre qui contient toutes les données. Voilà. Alors que Internet, fondamentalement, c'est le contraire de ça, c'est-à-dire que chacun joue un rôle équivalent sur Internet, chacun peut être client et ou serveur, chacun peut fournir un service, et surtout, l'intelligence dans Internet, elle n'est pas au centre, comme c'était le cas pour le Minitel, mais l'intelligence, elle est à la périphérie. C'est-à-dire que c'est nos ordinateurs qui sont intelligents. Ce n'est pas le centre du réseau. Le centre du réseau, c'est des routeurs qui sont idiots, hein, ils transmettent les paquets d'un endroit à un autre, il n'y a rien d'intelligent. L'intelligence, elle est à la périphérie. Mais avec la centralisation qu'on observe, l'intelligence revient au centre. C'est-à-dire que maintenant, quand on a une tablette, par exemple, il n'y a rien d'intelligent dessus, on se connecte quelque part sur un serveur et tout se passe sur le serveur. Le cloud, ce n'est que ça. Le cloud, c'est mettre toutes les données au centre et y accéder avec des terminaux idiots et pas des terminaux intelligents. Donc cette centralisation, elle pose plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est les données personnelles.
On a eu l'occasion d'en parler hier, donc, elle oppose principalement donc, les fournisseurs de services aux utilisateurs. Et donc on a parlé hier de tous les combats qui sont menés, notamment en ce moment au niveau européen, autour de cette question. Et fondamentalement, le problème vient du fait que toutes les données sont au même endroit. Et on voit bien l'intérêt des fournisseurs de services. Pour eux, leur intérêt, c'est que tout soit au même endroit. S'ils veulent pouvoir exploiter les relations entre les gens, il faut qu'ils connaissent les relations entre les gens, il faut que ces relations soient chez eux. Parce que si ces relations étaient exposées au plus grand nombre, d'autres pourraient profiter de ces informations. Donc on cache les informations de relations dans un endroit centralisé et fermé. Et donc c'est ce modèle économique quelque part qui pousse, qui engendre, on va dire, les problèmes de données personnelles et puis de protection de la vie privée. Le deuxième problème, c'est ce que j'appelle moi la dissymétrie du réseau, c'est que le fait de mettre tout au même endroit va engendrer une dissymétrie dans les flux du réseau. C'est-à-dire que, je vais vous raconter une anecdote, c'est que avant qu'il y ait Adopi, la plupart des échanges de fichiers, donc entre particuliers, donc des fichiers sous copyright, évidemment, se faisaient via des protocoles pair à pair, donc peer-to-peer. Donc BitTorrent, Emule, etc. Et en fait, l'avantage de ces protocoles pair à pair, c'est que globalement, les échanges sont équilibrés. Comme on envoie autant de données qu'on en reçoit, au final, et que toutes ces données, quelque part, vont de tous les points vers tous les points, on a, quelque part, une homogénéité au niveau des échanges. Et ça, pour les fournisseurs de réseau, c'était parfait. Parce que comme eux, ils payent pour le trafic qui vient de l'extérieur, si les échanges se font entre personnes de leur propre réseau, rien ne va vers l'extérieur, rien ne vient de l'extérieur, et donc ils n'ont pas à payer. Maintenant, si on met avec Adopi, ce qui s'est passé, c'est que les gens ont arrêté le peer-to-peer et sont passés à ce qu'on appelle du direct download. C'est-à-dire, on va sur un site, comme il y a eu The Pirate Bay, il y avait aussi, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom. Mega Upload, merci. Mega Upload, tout est concentré sur un site et tout le monde télécharge de ce site. Et ça crée une dissymétrie. Parce que, évidemment, toutes les données vont d'un endroit et partent d'un endroit et vont vers un autre endroit. Et là, les fournisseurs de réseau, ça ne leur plaît pas. Et d'ailleurs, ça a été les premiers à dire « Attention, il y a un problème parce que maintenant, on va être obligé de payer parce qu'on a énormément de trafic qui vient de l'extérieur. » Et donc, on va être obligé aussi de payer les fournisseurs de transit, les différents fournisseurs. Et donc, pour eux, c'était un véritable problème. Par contre, on voit bien que pour les fournisseurs de services, c'est au contraire leur intérêt que tout soit centralisé, encore une fois. Et donc, voilà, ça change aussi les rapports économiques qu'il peut y avoir. Et c'est aussi pour ça que maintenant, les fournisseurs de réseau se tournent vers les fournisseurs de services en leur disant « Attendez, comme il y a beaucoup de données qui viennent de chez vous, maintenant, vous participez et vous payez. » Voilà, donc on voit que les rapports économiques entre les acteurs changent aussi fondamentalement du fait de la dissymétrie des flux dans le réseau. Un autre effet de la centralisation, c'est l'affaire Prism qu'on a vu récemment, où là on voit bien que, évidemment, les fournisseurs de services ne sont pas des braves révolutionnaires, mais sont en fait des agents de l'État. Et c'est-à-dire que quand l'État veut avoir des informations, il n'a qu'à se tourner vers ces entreprises, et notamment aux États-Unis, où le Patriot Act oblige ces entreprises à fournir les informations. Et d'ailleurs, je ne vais pas tout mettre sur le Patriot Act, mais les entreprises ne se sont pas beaucoup défendues pour empêcher que ça se fasse. C'est-à-dire qu'elles auraient pu dire à un moment donné, elles auraient pu résister et dire non, nous on protège aussi la vie privée de nos utilisateurs et l'État n'a pas à aller chercher dans la vie privée de nos utilisateurs. Et c'est absolument pas ce qu'elles ont fait. Elles ont autorisé, sans prévenir personne,
elles n'ont pas résisté contre le Patriot Act au moment où celui-ci a été mis en place. Donc, on voit qu'elles sont partie prenante, en fait, de Prism. Ce n'est pas ces pauvres entreprises qui ont été obligées par le gouvernement américain. Non, elles participent consciemment à ça. Alors, quelles sont les solutions ? Les solutions, elles peuvent venir, pour ce problème-là en tout cas, elles peuvent venir de nous-mêmes. C'est-à-dire que la première solution, c'est d'avoir des vraies applications Internet. C'est-à-dire pas des applications où on met tout au centre et puis où tout le monde vient se connecter au centre, mais des applications peer-to-peer. Et ça existe déjà. Ça existe déjà. Il y a ce qu'on appelle les applications friend-to-friend qui permettent donc de se créer des réseaux d'amis pour s'échanger des fichiers, pour chatter, pour faire ce genre de choses. Alors, c'est plus difficile à mettre en œuvre, mais ça permet d'éviter tout ce qu'il y a au-dessus. Et la deuxième solution, qui est peut-être moins radicale, c'est de remettre de la distribution dans le réseau. C'est-à-dire que plutôt que tout le monde ait une adresse mail chez Google, qu'on monte plein de serveurs mail un peu partout, et c'est de plus en plus facile de monter son propre serveur mail. Ou, plutôt que d'avoir tous les sites web chez, allez, on va en citer un, chez Free, ou chez, comment il s'appelle ouais, et l'américain GoDaddy, voilà, GoDaddy, tous les sites sont chez GoDaddy. Plutôt que d'avoir tous les sites au même endroit, avoir des sites qui sont répartis. C'est très facile aussi de monter un site web et de le mettre chez soi. Ça demande un peu de compétences techniques, mais ça sera de plus en plus facile. Et par exemple, en France, pour accéder à Internet, on a des box. Il serait très facile, sur ces box, de mettre un serveur web, de mettre un serveur mail, pour que les autres puissent y accéder depuis l'extérieur. Voilà, on a déjà les outils pour le faire, il manque juste la volonté pour le faire. Donc ça, c'était, à mon sens, le premier problème, donc la centralisation des données en un seul endroit. Le deuxième problème que je vois, c'est le problème de la propriété intellectuelle. Alors déjà, il faut définir ce qu'est la propriété intellectuelle, parce que c'est un concept qui peut paraître compliqué, qui regroupe plein de choses, mais qui est en fait fondé sur le même principe, c'est le principe du monopole temporaire. Alors, la propriété intellectuelle, c'est notamment les droits d'auteur, les brevets. Et ils fonctionnent tous les deux sur le même principe, c'est-à-dire qu'on accorde à l'auteur ou au créateur un monopole sur l'exploitation commerciale de sa création pendant un certain temps. Donc pour le droit d'auteur, par exemple, c'est jusqu'à 70 ans après sa mort. Pour les brevets, c'est pendant 20 ans. Voilà. Et pendant ce monopole temporaire, l'auteur fait ce qu'il veut de sa création. Il exploite comme il veut. Il peut la vendre, il peut la garder pour lui, il peut empêcher les autres de l'utiliser, il fait ce qu'il veut. Alors j'ai mis une phrase ici qui, un peu pour choquer, mais j'affirme que la propriété intellectuelle change la nature de la propriété. Alors déjà, j'aimerais dire que la propriété intellectuelle n'est pas une propriété, malgré son nom. C'est une escroquerie de vocabulaire de parler de propriété intellectuelle. Par exemple, en France, dans le code de la propriété intellectuelle, le mot propriété apparaît 3 fois. Et pas pour désigner quelque chose qui se rapporte à la propriété définie dans le code civil. Donc on voit que là déjà, il y a une escroquerie sur le vocabulaire. Maintenant, même si la propriété intellectuelle n'a rien à voir avec la propriété telle qu'on l'entend, elle change la nature de cette propriété. Et je vais vous donner quelques exemples pour bien me faire comprendre. Je vais partir d'exemples proches de nous pour aller vers des exemples très lointains, pour bien comprendre. Quand vous achetez Windows sur un CD, par exemple, en fait, vous n'achetez pas un logiciel. Je vois des France maintenant. On n'achète pas un logiciel quand on achète Windows. Microsoft nous vend le droit d'utiliser un logiciel dans des conditions très particulières et très strictes. Ils ne vendent pas le logiciel.
Microsoft reste pleinement propriétaire de son logiciel, enfin propriétaire au sens de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire qu'il a le monopole temporaire sur le logiciel, et donc il nous vend un droit d'usage, le droit d'utiliser le logiciel dans des conditions très particulières. Donc quand on achète Windows, Windows ne nous appartient pas. Microsoft nous vend quelque chose qui ne nous appartient pas. Je vais aller à l'autre bout, parce que c'est pour vous montrer que ce n'est pas simplement une question liée au numérique, mais Monsanto fait exactement la même chose. Monsanto vend des graines, des semences aux paysans. Mais Monsanto, en fait, ne vend pas des semences aux paysans. Il vend aux paysans le droit d'utiliser ses propres semences sur lesquelles il y a plusieurs brevets. Et les brevets qui pèsent sur ces semences sont des armes beaucoup plus efficaces que n'importe quelle manipulation génétique. C'est-à-dire qu'avec les brevets, il peut très bien empêcher l'agriculteur de ressemer l'année suivante les mêmes graines, parce qu'il va dire c'est de la contrefaçon. Donc le paysan me floue parce que moi j'ai de la propriété intellectuelle dans mes graines, et donc si le paysan ressème les graines, il utilise ma propriété intellectuelle, et donc je suis lésé. Et vous voyez qu'il n'y a rien à voir avec le numérique, mais pourtant c'est exactement le même principe. Monsanto vend un droit d'usage. On peut citer aussi l'exemple de Nike. Nike n'est pas un fabricant de chaussures. C'est faux de croire que Nike est un fabricant de chaussures. Il n'a pas d'usine pour fabriquer des chaussures. Nike vend à des usines le droit de fabriquer des chaussures avec une virgule. Ni plus ni moins. Donc Nike vend un droit d'usage. Alors évidemment, en plus, Nike récupère après une part sur la vente des chaussures. Mais c'est lui qui a réellement la propriété intellectuelle et qui peut empêcher n'importe quelle usine de fonctionner. Alors, quel est le problème qui est lié à ça? C'est que maintenant, même si on est propriétaire d'un objet, on n'en est pas réellement propriétaire parce qu'il y a des éléments de propriété intellectuelle qui pèsent dessus. Et ça crée des conflits sociaux. Je vais donner 2 exemples récents qui ont lieu en France, mais qu'on peut retrouver, je pense, dans plein de pays. Je ne connais pas la situation dans les autres pays, mais je pense que ça va arriver. Le premier exemple, c'est l'exemple du thé éléphant. Donc, dans le sud de la France, donc à Gémenos, il y avait une usine qui fabriquait du thé, donc le thé éléphant, pour Lipton. La marque thé éléphant, en fait, c'est une marque donc, que Lipton a achetée, mais qui n'est disponible qu'en France. C'est-à-dire qu'en dehors de la France, le thé éléphant, ça n'existe pas. Donc c'est une marque qui est vraiment très locale. Donc Lipton avait acheté l'usine, et il y a quelques années, Lipton a décidé de se débarrasser de l'usine parce qu'elle n'est pas assez rentable, et vous connaissez tous le problème. Les salariés donc de Fralib, donc, qui est le nom de l'usine, ont décidé de lutter, parce qu'eux savaient que leur usine était rentable. Ils savaient comment fabriquer du thé. Ils avaient même des idées pour fabriquer du meilleur thé que ce que faisait Lipton. Et donc, ils se sont mis en lutte, et petit à petit, ils ont réussi à récupérer l'usine. Lipton leur a cédé l'usine. Donc maintenant, les salariés ont l'usine et peuvent fabriquer du thé. Sauf que Lipton ne leur a pas cédé la marque. C'est-à-dire que Lipton a gardé la marque thé éléphant. Et donc maintenant, les ouvriers, ils sont propriétaires de l'usine, ce qui pour nous, gens de la gauche radicale, est quand même un aboutissement, mais ils ne peuvent pas fabriquer du thé éléphant. Ils sont obligés, ils vont être obligés soit de changer de marque, soit de batailler avec Lipton pour essayer de récupérer la marque. Et pour l'instant, Lipton ne cède absolument pas la marque. Un autre exemple, c'est l'exemple d'ArcelorMittal, puisqu'on n'est pas très loin du bassin minier français, du bassin métallurgique français. Monsieur Mittal donc, a acheté donc, les usines qui fabriquaient des aciers en France, quand il a acheté Arcelor, enfin quand on lui a donné Arcelor plus précisément, parce qu'il ne l'a pas acheté très très cher, et en achetant Arcelor, il a évidemment aussi acheté tous les brevets d'Arcelor sur la fabrication de l'acier. Et là, on a vu ces dernières années que M. Mittal a fermé les usines françaises les unes derrière les autres. Les ouvriers des usines ArcelorMittal pourraient récupérer leur usine.
Notre ministre adoré, M. Montebourg, avait même proposé de nationaliser Florange. C'était une bonne idée. On aurait pu redonner donc aux ouvriers l'usine, et les ouvriers sont tout à fait qualifiés pour produire des très bons aciers. Sauf que s'il l'avait fait, il se serait heurté au brevet de Mittal. C'est-à-dire que Mittal aurait pu venir et dire « Non, vous n'avez pas le droit de fabriquer cet acier parce que vous enfreignez mon brevet. Vous n'avez pas le droit de le fabriquer. » Donc oui, on a les compétences, mais non, on n'a plus le droit de le fabriquer parce que la propriété de l'usine ne suffit plus. Donc vous voyez à travers ces quelques exemples que c'est ce que j'entends quand je dis que la propriété intellectuelle change la nature de la propriété. Et à mon sens, c'est pour nous la gauche, et pour nous en particulier qui nous occupons d'Internet, la plus grosse des menaces. Parce que ça ne concerne pas qu'Internet. Alors, pourquoi nous, qui nous occupons d'Internet, on parle toujours de propriété intellectuelle? On l'a vu dans le débat hier, on parlait des données personnelles, et tout de suite on a bifurqué vers le droit d'auteur. Et vous pourrez se dire, mais c'est quoi le rapport entre les deux? Et d'ailleurs, hier, le rapport entre les deux, il a été assez... il y a même des gens qui ont dit, non, non, il n'y a aucun rapport entre les deux, il faut séparer les deux. Mais non, il ne faut pas séparer les deux. Je veux dire, si, aujourd'hui, on parle de neutralité du net, c'est justement à cause de ceux qui défendent la propriété intellectuelle. Depuis les débuts, Internet, il a toujours été neutre. Ce n'est pas une conquête qu'on cherche à avoir en parlant de neutralité du net, c'est plutôt la défense d'un acquis. Et pourquoi le net devient non neutre? C'est parce que justement les fournisseurs de contenu veulent cadenasser le net, veulent créer la rareté, et pour créer la rareté, pour créer des canaux exclusifs, il faut briser la neutralité du net. C'est donc bien à cause de ceux qui ont de la propriété intellectuelle que le net devient non neutre. Donc quand le monsieur de Luxor, hier, explique que ça n'a rien à voir, que les deux sont complètement séparés, il ment. Il ment. L'un engendre l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on entend aussi par neutralité du net? Parce que si on défend la neutralité du net, c'est pas pour le plaisir d'avoir un Internet libre et ouvert. Je veux dire, ça, il l'a toujours été, mais derrière, ce qui se cache, c'est évidemment la défense de libertés fondamentales. C'est d'une part la liberté d'expression, parce qu'on veut s'assurer que ce qu'on tape sur notre clavier, ce soit exactement ce qui va être écrit sur le serveur. C'est-à-dire que je tape un article de blog où je dénonce plein de choses, je veux qu'une fois sur le serveur, le texte n'ait pas été modifié. Et donc pour ça, il faut que le net soit neutre, c'est-à-dire que les intermédiaires techniques ne modifient pas le contenu. Et la deuxième chose, c'est la liberté d'accès à l'information. C'est-à-dire que celui qui va lire mon article de blog, entre le moment où il fait appel au serveur et le moment où ça s'affiche sur son écran, il faut que le texte n'ait pas été modifié. Et là encore, pour qu'il ne soit pas modifié, on a besoin de la neutralité du net pour que les intermédiaires techniques ne puissent pas modifier le contenu. Et c'est fondamentalement, c'est ces deux libertés fondamentales qui sont en jeu derrière la neutralité du net. Ce n'est pas simplement avoir un Internet ouvert pour avoir un Internet ouvert. C'est avoir un Internet ouvert pour être certain que des libertés fondamentales ne soient pas bafouées. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans cette affaire, il n'y a pas seulement les fournisseurs de contenu. Ils sont quand même bien aidés par les fournisseurs de réseau. Parce que ce sont les fournisseurs de réseau qui sont capables de créer les canaux exclusifs. Ce sont les fournisseurs de réseau qui manipulent le réseau et qui le rendent non neutre. Je veux dire, eux demandent, eux agissent. Donc, à mon avis, ils sont souvent opposés, on l'a vu dans la partie précédente sur la centralisation, où les fournisseurs de contenu et les fournisseurs de réseau étaient opposés, mais pour la neutralité du net, souvent, ils sont alliés. En revanche, ils sont vraiment opposés aux fournisseurs de services, donc les Google et compagnie, qui, eux, ont besoin d'avoir un réseau neutre, parce qu'eux n'ont pas l'intention de payer, notamment, et donc, eux, ils veulent que leurs données arrivent telles qu'elles doivent arriver à l'utilisateur final. Donc, pour la neutralité du net, quelque part, Google est un allié de circonstance. Quel allié, hein, Le deuxième
La deuxième menace que fait peser la propriété intellectuelle, c'est tout ce qui est les libertés fondamentales. C'est une extension un peu de la neutralité du net, mais qu'on a pu voir dans ACTA, qu'on a pu voir dans Adopi, voilà, qu'on a pu voir avant aussi quelques tentatives dans EUCD, dans DMCA, voilà, où là vraiment les fournisseurs de contenu agissent directement contre les utilisateurs, en créant des juridictions d'exception, comme c'était le cas dans ACTA, en criminalisant des actes comme le téléchargement. Voilà, et la question qui était posée hier par le camarade du Chaos Computer Club, est-ce que c'est normal qu'on risque, par exemple, en France, 500 000 € d'amende et 3 ans de prison pour avoir téléchargé un fichier musical? Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Et donc, voilà, derrière, il y a quand même les libertés fondamentales. Alors, en France, le Conseil constitutionnel, donc, qui est une sorte de cour suprême, hein, on va dire, l'équivalent des cours suprêmes dans différents pays, a estimé que l'accès à Internet était une liberté fondamentale. Et pour ça, il a utilisé un argument simple. Il a dit Internet permet la mise en pratique très concrète de la liberté d'expression. Et c'est sur cet argument que le Conseil constitutionnel a dit donc, on ne peut pas couper un accès à Internet comme ça, c'est très grave parce que c'est remettre en cause la liberté d'expression. Et donc, ça ne peut pas être fait par une vague administration comme les Disney et compagnie aimeraient bien que ça se fasse. Ça ne peut pas être une juridiction d'exception ou pire, une juridiction privée. C'est quelque chose de très important qui doit être décidé par un juge dans une procédure contradictoire. Et ça, c'est un élément important pour nous en France, parce que maintenant, on peut brandir cette décision pour dire, vous voyez, l'accès à Internet, ça garantit la liberté d'expression. Et je pense que c'est un argument qui peut être repris aussi dans les autres pays. Alors, face à cette menace de la propriété intellectuelle, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a plusieurs solutions. La première, on en a un peu parlé hier, c'est les logiciels libres. C'est-à-dire que les logiciels libres sont une alternative à la propriété intellectuelle. Alors là, c'est pareil. Je vais être un peu en contradiction avec ce qui a été dit hier pendant le débat, où on avait l'impression que les logiciels libres étaient en opposition au droit d'auteur. Or, à mon sens, pas du tout. Les logiciels libres utilisent le droit d'auteur. C'est-à-dire qu'un logiciel libre, c'est simplement l'auteur qui dit, puisque l'auteur a le droit de faire ce qu'il veut de son logiciel, il dit simplement « j'autorise quiconque à le copier, le modifier, le diffuser, le vendre même, librement. » Et il l'autorise a priori. Mais pour ça, il utilise les lois sur le droit d'auteur. C'est les lois sur le droit d'auteur qui fondent le logiciel libre, et notamment le copyleft. Si on supprime la propriété intellectuelle, si on supprime le droit d'auteur, le copyleft n'existe plus. Et à mon sens, ce serait très grave. Mais le logiciel libre est en tout cas une alternative radicale, concrète, au modèle de la propriété intellectuelle privatrice, on va dire. La deuxième solution, c'est tous les combats qu'on peut mener au niveau européen contre la propriété intellectuelle, où il faut absolument limiter cette propriété intellectuelle, que ce soit dans le temps, parce que depuis très longtemps, il y a une volonté d'étendre toujours plus la propriété intellectuelle, notamment le droit d'auteur. Il y a quelques années, donc, le passage de 50 ans à 70 ans, qui a eu lieu à peu près simultanément en Europe et aux États-Unis. Et pourquoi il a eu lieu simultanément dans les deux aires géographiques? C'est parce que Disney a fait pression. Les premiers dessins animés Mickey allaient tomber dans le domaine public, allaient rejoindre le domaine public. Et donc, Disney a fait pression pour étendre la durée du droit d'auteur. Alors eux, ils voulaient l'étendre carrément à l'infini, puis on leur a dit que ce n'était pas possible. Et donc, voilà, ils ont étendu jusqu'à 70 ans. Mais ce débat va bientôt revenir, parce que Mickey va à nouveau bientôt rejoindre le domaine public. Et il y a déjà des rumeurs qui circulent pour étendre, pour passer de 70 à 95 ans.
Et donc, dans quelques années, ce sera un combat majeur qu'on mènera certainement au niveau européen, voilà, limiter le droit d'auteur à 70 ans, et même essayer de le faire revenir à 50 ans, parce que la Convention de Berne, donc, qui régit la propriété intellectuelle au niveau global, qui est une convention internationale, a toujours dit 50 et pas 70. Donc on pourrait très bien revenir à 50 sans violer aucune convention internationale. Et l'autre aspect, c'est dans la nature, parce que la propriété intellectuelle commence à vampiriser beaucoup de domaines. Et on le voit notamment sur les brevets. En Europe, il y a quelques années, il y a eu une lutte pour empêcher les brevets logiciels. Heureusement, une lutte qui a été gagnée, grâce à une mobilisation, c'est pareil, très très forte. Mais voilà, pour l'instant, les brevets en Europe ne peuvent pas concerner le logiciel. C'est marqué explicitement dans les textes, contrairement aux États-Unis et au Japon, par exemple. Mais on pourrait aussi parler du brevet sur le vivant. On voit bien que voilà, il y a des tentatives pour breveter le vivant. Il y a des tentatives pour breveter un peu tout et n'importe quoi. Et il faut absolument limiter cette propagation de la nature des brevets. Le brevet doit revenir à ce qu'il était originellement, c'est-à-dire un brevet sur un processus de création d'un objet. Voilà, et rien de plus. Voilà, j'ai fini. Donc j'ai brossé un peu ce qui me semblait être un large panorama. Et donc maintenant, si vous avez des questions, on peut en débattre.